Je crois que nous nous sommes fait la mauvaise ou bonne réputation à Dakar de commencer toujours à deux. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. La raison étant certainement que ceux qui ont pris la peine de venir à temps et ceux qui ont pu avoir la possibilité de venir à temps sont aussi précieux que ceux qui, pour d'autres raisons, sont peut-être en retard. Dans ces conditions, la moindre courtoisie serait de donner notre respect à ceux qui sont là et de commencer à temps cette manifestation offerte par le professeur Christelle Chat, qui est une habituée du bois. Il y a quelques années, elle avait proposé ici un atelier très instructif et dont beaucoup de jeunes Sénégalais avaient profité. Elle vous en parlera peut-être avant de commencer. Et à côté de moi, je ne connais pas son nom parce qu'elle est toute nouvelle. Voilà. C'est Madame Christine Mouki de Serre, qui est conseillère aux affaires culturelles, qui vient juste d'arriver. Et pour Christine, c'est la première sortie. Donc, nous allons faire ceci. Je vais vous souhaiter la bienvenue et faire une présentation sommaire du professeur Delchat. Après, je vais donner la parole à Madame Christine Peterson. Et après, Christelle va commencer. Mais aujourd'hui est un jour un peu particulier pour le WAD et pour le Sénégal et pour le monde universitaire, pratiquement dans beaucoup de pays. Notre ami et collègue, le professeur Maguette Kassé, est décédé hier. Et ce matin, à 10h, j'étais à la mosquée de Mermoz pour la levée du corps. Donc, je vais demander à ce qu'on observe une minute de silence. Je vais vous donner le moment. Il faudrait peut-être que j'exprime pourquoi. D'abord, parce que le centre est un centre académique universitaire. Donc, dans ces conditions, la citation du professeur Maguette Kassé vous interpelle au premier plan. La deuxième est que nous avons tous les deux enseigné dans la même université. J'étais enseignant à la faculté des lettres au département d'anglais et lui, il était au département d'études germaniques. Et je me rappelle souvent qu'on passait d'un bureau à l'autre pour boire du bon café le matin et l'apprécier alors que nous étions tous les deux chefs de département. Lui-même, dans le cadre de Black History Month, Christine, a animé beaucoup de discussions ici, en particulier par rapport à une dimension culturelle américaine qui est la musique, mais surtout le jazz et le blues. Et la dernière fois qu'il est sorti en public, je crois que c'était au WAC il y a quelques semaines. C'était juste pour célébrer ces belles. Et enfin, tous les deux ont travaillé sur un projet qu'on a avec le grand artiste que l'on appelle le pinceau du Sahel, Kalidou Kassé. Et pas plus tard qu'hier, on parlait de ce projet-là. Donc, pour toutes les raisons, il y a toutes les raisons de pouvoir commencer peut-être avec, si vous voulez, une minute de silence consacrée au professeur Maguette Kassé. S'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Donc,
la mode et l'intelligence artificielle. C'est le docteur Scharf qui va vous offrir cette conversation. Elle est professeure d'informatique à Pace University à New York. Elle est titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient depuis longtemps, avant que maintenant, même au niveau de nos mairies, du côté de Kolda, où une mairie ne regroupe pas plus de 500 villages, maintenant, chez les peuples là-bas, là, ils parlent d'intelligence artificielle. Hein? Et chez mes cousins, là, du côté du fleuve, là, qui sont des pêcheurs dans des embarcations, Johnny North, il parle d'intelligence artificielle pour attraper les poissons. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Elle est titulaire d'un doctorat donc, en intelligence artificielle symbolique de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique en France. Ce qui veut dire qu'elle parle très bien français, en plus de sa langue, l'anglais. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie logicielle globale et les technologies de l'information et de la communication au service du développement. Mais Christelle, dans tout ce que je viens de dire, la seule chose qui m'implique directement, c'est le seul mot, développement. Robot, intelligence artificielle, même l'informatique là, moi, rien du tout, zéro. Voilà, donc on est là pour apprendre. Elle a obtenu des financements de la National Science Foundation, TBM, de Microsoft et de Google et a été boursière Fulbright au Sénégal en 2012 et en 2019. C'est pendant cette période qu'elle a eu beaucoup d'ateliers ici pour former des jeunes sénégalais. Et je ne suis très reconnaissant parce que pendant toute cette période où elle formait des jeunes pendant des jours et des jours, elle était extrêmement disponible et à leur disposition. Et quand vous rendez un service pareil à des jeunes Sénégalais qui cherchent le chemin, on ne peut que dire merci. C'est vrai que le WAC a abrité, mais c'est elle qui a donné les choses pour lesquelles ces jeunes venaient ici. Donc, merci Christelle. Et pour m'adresser à la responsable de la section culturelle des États-Unis ici présente, il y a ça qui lie les États-Unis et le Sénégal, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et on n'en parle pas. Les relations entre les États-Unis et le Sénégal, ce n'est pas l'ambassade des États-Unis seulement, ce n'est pas le département d'État seulement, ce n'est pas le programme Mandela Washington seulement, ce n'est pas le programme YALI seulement, ce n'est pas le programme Fulbright seulement. Il est vrai que dans pratiquement toutes nos universités, quand vous voyez les professeurs, il y en a beaucoup qui ont été des Fulbrighters, y compris moi, puisque j'ai fait pratiquement une année en Floride. Mais il y a d'autres relations, et moi j'ai vécu ça, qui ont permis le déplacement ou la mobilité des jeunes Américains et des jeunes Sénégalais. Moi-même, je peux vous en parler. Maintenant, c'est peut-être un peu difficile. Mais il y a un moment où, à partir du département d'anglais, c'était des vingtaines d'étudiants qui partaient aux États-Unis. Et je garde le souvenir d'étudiants qui me disent ou m'envoient un mot ou m'écrivent une lettre. À l'époque, c'était des lettres. Monsieur ça, je suis là. Mais ma famille américaine m'a donné une bourse. Ils vont financer mes études à l'université. Et il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont restés là-bas, non pas en tant que undocumented alien, donc que ICE va chercher à débusquer. Non. Ils sont ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique de l'ambassade, ils sont well established, avec des familles, avec un job, et beaucoup sont des professeurs à l'université.
Et beaucoup ont été financés par des Américains en titre. Parce que cet esprit-là, il veut faire des choses, il a la volonté de le faire, mais il n'a pas les moyens. Que l'Américain vienne financer, ce n'est pas surprenant. Ça, c'est dans le statut social américain. De l'autre côté, Christine, il y a beaucoup de familles sénégalaises à qui on devrait dire merci. Parce que ce qu'on appelle les study abroad, et ça, c'est la spécialité des universités américaines, avoir 10, 20 étudiants, les mettre avec un instructeur, ils viennent ici, ils font 2 semaines, ils viennent ici, ils font 1 mois, mais nous, ici, on a reçu des programmes comme ça, au moins entre 10 ou 12 par an. Et la première expérience du Sénégal que ces étudiants américains ont, c'est à travers ce qu'on appelle les host families, des familles qui les recueillent. Bien évidemment, on paye un peu pour quand même accompagner. Le sac de riz peut se multiplier par 2 parce que vous avez 2 Américains, 2 jeunes Américains, donc on se donne un peu. Mais fondamentalement, on ne peut pas payer ou acheter les services que ces familles-là nous rendent. Acceptez quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même culture, qui n'a pas votre âge, il est très jeune. Et elle de tout sourire, lui parler, lui expliquer, l'adopter au point que l'étudiant américain en partant, quand on leur fait un farewell dinner ici, ils sont habillés en tenue traditionnelle sénégalaise. Ici ou dans les villages, ça c'est important. Et cette diplomatie invisible est extrêmement importante, Christine et Christelle. Et le work est très fier d'être un acteur important dans ce domaine, en même temps que le centre Baobab qui est là avec mon ancien étudiant qui en est maintenant le directeur. C'est celui qui est bien assis en bleu et avec son baranemi. Voilà. Donc, tout ça, c'est à souligner, Christine. Donc, les Fulbright aussi, bon, il y en a des dizaines et des dizaines, un peu partout en Afrique. Et d'ailleurs, on a le Fulbright Support Services Program qui est logé ici au WAD et qui sert tous les ETH Fulbrighters de toute l'Afrique. L'année prochaine, on aura le workshop ici et vous viendrez. Voilà. Madame Sarr est actuellement au Sénégal dans le cadre d'un projet Fulbright Specialist. Au cours de son séjour, elle collabore avec des collègues de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, Université Cheikh Hamidou Kane, afin d'explorer les moyens d'intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes d'enseignement. La présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ambassade des États-Unis visant à célébrer 250 de l'indépendance des États-Unis. 250, c'est 250. L'Amérique a 250 ans. L'Amérique est 3 ou 4 fois plus vieille que le Sénégal. Nous aussi, Christine, on a eu un certain nombre d'activités ici pour 250, 250. On a eu des conférences sur le développement de la littérature américaine. On a eu d'autres activités. Et la dernière activité, et c'est moi qui vais l'animer, c'est que je vais montrer un film qui est tiré des classiques de la littérature américaine. C'est Oscar and Letter de Nathaniel Hawthorne. Ce n'est pas seulement le film, mais c'est le début des États-Unis avec ce fondement religieux et cette critique de la société, de la religion, critique positive ou négative. Et on vous enverra l'information si vous nous laissez votre adresse email. J'ai été un peu trop long, je m'excuse. Là, je vais donner la parole à Christine. You should be all happy. Christine est une des personnes les plus importantes de l'ambassade des États-Unis et vous êtes les importantes personnes auxquelles elle va s'adresser en terre sénégalaise pour la première fois. Nous Merci Dr. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christine Peterson. Je suis l'attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis. C'est bon? OK. Ça fait 2 semaines que je suis arrivée dans d'autres pays avec
mon mari et mon fils de 3 mois. Ma famille et moi sommes très contents de l'honneur et l'opportunité de contribuer au renforcement de la coopération culturelle et l'amitié circulaire entre les deux pays durant les 3 prochaines années. Cet après-midi, je suis ravie de vous avoir parmi nous pour la présentation de Dr. Sharp, que je remercie très sincèrement. De même que Dr. Sen et toute l'équipe de WORK d'avoir facilité l'organisation de cet événement. Et pour l'ensemble, je vous avec Dr. Sen et Sharp pour la suite de votre. Merci beaucoup. Voilà, donc là, nous allons donner la parole à Christelle. Alors, bon, ils m'ont demandé de modérer dans un domaine de compétences où je suis totalement nul. Bon, mais si en même temps aussi je ne faisais pas la modération, je me disais que mon ami Colère Ardoso allait être là pour que je lui révèle ça. Peut-être qu'elle va venir, elle avait promis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la poire en deux. Pendant que Christelle va faire ses présentations, je vais régler des urgences au bureau, mais avant qu'elle ne termine, je viens et on va engager la conversation. On est bien d'accord sur ça? Voilà, donc Christelle, vous avez la parole. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc elle a une présentation, on va quitter ici. Aminata, c'est le modérateur d'une grande dame qui est dans le fashion. C'est Sophie? Mademoiselle ou Madame Sec, qui est dans le design, le fashion et tout ça. Et donc, dans ces conditions, elle sera la modératrice du jour. C'est une très bonne travail, non? Merveilleux. Yeah, right. Okay, so you're going to do it like, okay. Okay. Et donc, bonjour à tous. Je tiens à remercier Dr. Sen du WORK pour l'introduction et aussi le storytelling. C'est très émotionnel en fait d'être au WORK parce que j'y ai passé vraiment des heures et des jours. J'ai fait beaucoup de formations et ça a toujours été, et puis même avec l'équipe du WORK, tout le monde a été toujours au petit soin pour l'organisation d'événements ici. Je tiens aussi à remercier Christine Peterson, Madame Aminata, pour avoir facilité l'organisation de cette présentation. Et donc, je vais commencer cette présentation, donc qui est une présentation sur la mode et l'intelligence artificielle. Et le titre, c'est un peu de passer du pixel à des motifs sur des tissus et aussi à des vêtements. Et comment fait-on ça avec l'IA? Donc, il était déjà présenté, donc je ne vais pas m'étendre, mais juste bon, j'ai fait de l'IA, ça fait longtemps que je fais de l'IA, mais je faisais de l'IA symbolique, donc c'est complètement différent de l'IA dont on entend parler actuellement, et je fais plus d'IA symbolique actuellement, j'espère y revenir un jour. J'ai vécu sur 4 continents, et j'ai vécu beaucoup au Sénégal aussi. J'ai des attaches. Le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui me tient à cœur aussi personnellement, qui est aussi un peu émotionnel, parce que j'ai des attaches très fortes au Sénégal. J'aime la technologie, et personnellement, je ne ferai rien d'autre que de la technologie dans ma vie, mais appliquée à d'autres choses. Et en travaillant avec première fois, je viens de New York et j'aime beaucoup voyager et
et j'aime la mode, mais je ne suis pas trop. Je m'inspire modestement. Donc voilà, mais bon. Le travail dont dont je vais vous parler, c'est un travail qui a été fait depuis plusieurs années, on va dire depuis 3-4 ans. Et c'est un travail aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées, beaucoup d'étudiants. Donc, j'ai travaillé avec des étudiants du Sénégal. En fait, ça a vraiment commencé quand j'étais dans ma boîte en 2009. Donc, ça a commencé avec des étudiants de Bordeaux qui ont fait des thèses, des masters. Je les ai invités, malheureusement, je ne sais pas si sont là, c'est ça. Mais, donc, c'est des étudiants, premièrement de Bombay, j'étais dans ma Fulbright, ensuite des étudiants de mon université de Pace qui étaient en master, en doctorat et aussi en undergrad, en bachelor. Et puis, les noms montrent très bien aussi les États-Unis. J'ai beaucoup d'étudiants d'Inde et des étudiants aussi de Russie, de Biélorussie, etc. Et du Sénégal aussi, je tiens à mentionner mon amie Gisèle qui est ici, qui a aussi fait partie de ce projet pendant ces années. Donc, je vais vous parler un peu de la mode et l'IA, déjà en général, mon intérêt pour des problèmes, pour la résolution de problèmes. Et puis, je vais vous parler de 3-4 cas sur lesquels on a travaillé avec cette équipe. Des problèmes de classification et après plus des problèmes de générative AI pour générer des motifs de VAX et pour générer aussi après de la mode indienne. Donc, il y a la mode plus, on va dire, un peu africaine et puis un peu la mode indienne. Donc, l'introduction. Pourquoi la mode en IA et pourquoi la mode africaine? Premièrement, est-ce qu'il y a des informaticiens dans la salle? Oui, quelques-uns. Mais si vous êtes informaticien, la première chose qu'on apprend en informatique, c'est le Hello World. Hein, on implémente le Hello World en Python, en Java, etc. Mais le Hello World en machine learning, ça va être reconnaître 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais après, le deuxième Hello World, ça va être reconnaître des vêtements. Donc, il y a l'IA et la mode, c'est naturel. Voilà. Deuxièmement, actuellement, on parle de beaucoup d'applications différentes. Reconnaître des vêtements, assister les designers. Et je dis bien assister les designers, pas les remplacer. Faire des recommandations aussi de vêtements, où vous donnez 5 photos de ce que vous avez comme vêtements et il vous dit comment vous devez les mettre ensemble. Mais aussi, une application qui est très à la mode, c'est les virtual try-on, où vous pouvez avoir un vêtement sans l'essayer physiquement. Et c'est ce que vous voyez aussi, la mode et l'IA, c'est ce que vous voyez aussi sur tous ces sites de e-commerce. Hein, ils ont besoin d'IA pour reconnaître, pour annoter, pour écrire des descriptions, etc. Donc, le problème de reconnaître des vêtements, de reconnaître en fait 10 vêtements, c'est le problème aussi de Hello World numéro 2. Et les images et les datasets de mode ont été beaucoup utilisés pour faire du benchmarking, donc comparer des modèles. La mode africaine, on voit bien qu'elle est dans le spotlight mondial, hein, avec sur les réseaux sociaux, sur les sites de e-commerce. Donc, si on va sur un site comme Amazon, on peut acheter tout genre de mode aussi. Mais c'est aussi une industrie qui est une industrie très lucrative. Hein, c'est une 31 milliards de dollars industrie. Deuxième économie après l'agriculture, la africaine, hein, la mode africaine. Avec bien sûr beaucoup d'impact. Mais la mode africaine, ce n'est que actuellement seulement 1,2% de la mode en général, la mode globale. Donc on voit, et je vais en parler aussi, on voit les designers, même le designer sénégalais, qui habillent Alicia Keys, etc., etc. Donc quand on commence un projet d'IA, on a besoin de données. Donc premièrement, c'est les datasets, jeux de données.
Donc, les datasets sur la mode, justement, donc le premier dataset, c'est le Hello World 2, là dont je parlais, ça s'appelle Fashion List. Et c'est 70 000 images de vêtements avec 10 catégories. Alors, les catégories, ça va être pantalon, chemise, bottes, des sneakers, ça va être une robe, une jupe, donc 10 catégories comme ça. Et les photos que vous voyez là, donc ça va être des photos qui ont été faites, et comme vous voyez, elles sont en noir et blanc. Et les photos dans ce dataset ne font que 28 pixels sur 28 pixels. Si vous prenez une photo avec votre téléphone, ça va être, je ne sais pas, est-ce que c'est 10 000 ou 1000 fois 6, je ne sais pas. Et là, c'est 28, donc c'est très, très petit en fait. Donc ça, c'est un des datasets, c'est celui qui est utilisé pour faire du benchmarking beaucoup. Et là, il y a un deuxième dataset, après en 2018, donc ça c'était 2017, 2018, un autre dataset qui s'appelle Deep Fashion. Et dans Deep Fashion, il y a 800 000 images, il y a 50 catégories. Et comme vous voyez aussi, là, il y a des images en couleur. Et elles sont plus grandes aussi, et il y a plus de catégories. Voilà. Donc, moi, la problématique, je suis partie de la problématique suivante. Si je prends un modèle entraîné sur ces datasets et que je lui demande qu'est-ce que sont ces images, qu'est-ce que vous pensez va être la réponse? Ils vont me dire, si je donne la première image, ils vont me dire, c'est une robe. La deuxième image, ils vont me dire, c'est une robe. Et la troisième image, ils vont dire, c'est une robe. Parce que dans le dataset, il n'y a pas toute la mode et toute la mode aussi globale, quoi. Donc, je me suis intéressée à comment faire un dataset qui peut montrer la mode et utiliser les vrais noms. Donc, le sari indien, mais aussi le sampot cambodgien et le d'Afrique de l'Ouest. Donc, si on n'utilise pas les mots aussi, c'est tout un problème. Donc, quand on parle d'IA, on doit d'abord parler de données. Et il y a des tonnes de données. Elles ne sont pas toujours accessibles et des fois, il n'y a pas de dataset. L'autre problématique, c'est d'adresser des problèmes qui sont non centrés sur le Nord, quoi, on va dire, qui sont les pays comme l'Europe, les États-Unis. Parce qu'en fait, même ce qu'on voit en IA, par exemple, le langage qui est le plus traité, c'est l'anglais. Donc là, la mode, c'est la mode du Nord, on va dire. Donc, on a besoin de ces datasets. Et donc, il y a beaucoup de recommandations de comment construire des datasets. Même si on est une entreprise, par exemple, qui a des tonnes de données, on ne peut pas juste Je veux dire, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts d'annoter ces données. D'abord, il faut qu'elles soient annotées si on fait une machine learning supervisée, mais aussi qu'elles soient de bonne qualité, mais aussi qu'elles soient, par exemple, anonymes. Hein, donc, il y a beaucoup de règles à respecter en fait en termes de données. Donc, par exemple, on doit aussi toujours savoir la provenance de ces données. Est-ce que ces données sont aussi, elles appartiennent à quelqu'un, elles sont piratées, elles sont, etc. Quel a été le processus pour obtenir ces données et quelles utilisations on veut que les personnes fassent de ces données. Donc, on doit avoir, si on fait un dataset, on doit avoir aussi un droit de regard sur comment ce dataset va être utilisé. Donc, heureusement aussi qu'il y a beaucoup de datasets qui sont ouverts, comme vous voyez, vous avez Fashionist, Deep Fashion, mais il y a beaucoup de problèmes actuels, on n'a pas de datasets et on doit les construire. Donc, c'est pour ça que même moi, c'est ça, j'ai voulu construire un dataset. Il y a d'autres auteurs, Dataset for Datasheet for Dataset, pardon, eux aussi, ils ont regardé la même problématique et tout ça. Donc, avoir des datasets, c'est une problématique vraiment importante dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais vous donner juste plusieurs exemples. Il y a un certain nombre d'années, Orange avait donné les données des données de téléphone mobile.
Donc les appels, les SMS, sans donner, il n'y avait aucun message, on ne savait pas ce dont les gens parlaient, mais on savait que les appels avaient lieu d'une tour à une autre tour, le jour, l'heure, etc., la duration, etc. Donc quand ils ont ces données, ils ont beaucoup de données. Mais en fait, on n'y a pas accès. Mais là, pour ce concours, ils avaient mis en place qu'on pouvait avoir accès à ces données, mais les données devaient être complètement anonymisées. Hein, elles devaient être anonymes parce qu'on ne doit pas savoir, on ne doit pas pouvoir identifier qui a fait quoi. Et parfois, même si les données sont anonymes, il y a des moyens de pouvoir un peu faire des cross-références et de trouver. Mais là, c'était vraiment bien fait tout ça. Deuxième exemple de dataset. Ce matin, j'étais avec les professeurs de l'UNCHR, je fais aussi ma promesse spécialiste, et en fait, aussi, ils parlaient de faire des datasets sur tous les instruments de musique du Sénégal, et aussi des jouets du Sénégal, parce que comment ils ont été construits, comment ils sont utilisés. Bon, pour les instruments de musique, ça sera faire beaucoup d'audio, etc. Parce que un jour ou l'autre, il y a des choses qui se passent, et puis il y a des instruments, par exemple, qui disparaissent, ou il y a des jouets que les enfants utilisaient avant qui n'existent plus 20 ans après, etc. Donc il y a toutes ces problématiques qui sont importantes. Donc, des datasets, on en a besoin, beaucoup plus aussi. Le troisième exemple est langue locale aussi. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les langues locales. Et bien sûr, ça doit venir des pays qui parlent ces langues. Ce n'est pas la même chose si ça vient de quelqu'un qui est assis dans son bureau à San Francisco. Donc, c'est toujours une problématique. Aujourd'hui, encore, on n'a pas des datasets pour tout. Donc, on est obligé de les créer, etc. Donc, le premier cas d'usage, c'était de regarder à ces problèmes de classification. Donc, avec l'étudiante de Bombay, ce qu'on avait fait, c'est qu'on regardait comment on peut faire un dataset qui va pouvoir nous permettre de classifier en fait de la mode ici, on va dire sénégalaise ou africaine. Bon, c'est pas complètement africaine. Mais donc on a fait un dataset sur les boubous et les taïmas. Donc c'est elle qui a collecté ces données. Donc c'est pas facile de collecter des données. Donc elle a pris certaines photos parfois de vêtements sur des personnes en leur demandant est-ce que je peux prendre la photo. Parce que ça aussi, donc on essaie vraiment d'être vraiment éthique dans la façon dont on collecte nos données. Deuxièmement, on a utilisé Instagram. Mais on a contacté, je pense que c'était 4 à l'époque, 4 designers qui avaient des boubous sur leur Instagram, et on leur a demandé est-ce qu'on peut utiliser les photos sur notre Instagram. Et ils nous ont dit oui, si c'est à des fins non commerciales. Donc, nous, c'est dans le cadre de la recherche académique, donc il n'y a pas de problème. Donc, on a eu pas mal de photos. Ce n'est pas énorme le nombre de photos qu'on a eu. On avait 300 photos, même peut-être 256, même pas 300. Hein, parce que justement, collecter des données, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc ensuite, vous voyez, si par exemple j'avais pris une photo comme ça, je ne peux pas utiliser ça complètement. On a ensuite enlevé les visages des personnes, on a enlevé s'il y avait des logos, on a enlevé les fonds d'écran, etc. Donc il y a beaucoup, en fait, beaucoup du travail se fait en amont, on va dire, donc le travail se fait en pré-processing de ces images, etc. Donc là, on a des images, des timelines et des bouts. Et donc après, on voulait les classifier. Classifier, c'est-à-dire si je donne une image comme celle-là, avec cette fois-ci, avec même la photo d'une personne, est-ce qu'il va me dire boubou ou taille? Donc, bon, ça, c'est des problèmes, si je dis que c'est un problème de classification, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais nous, la problématique dans laquelle on était, c'était vraiment qu'il n'y a pas de dataset pour faire ça actuellement. Et il y a des sites comme Kaggle, etc., il y a des datasets, mais il faut voir aussi la qualité. Il faut voir le nombre d'images, la qualité de ces images. Parfois, en fait, en machine learning, par exemple, les images, ça doit être des carrés. Là, c'était, je ne sais plus la taille des images qu'on avait utilisées,
c'était peut-être 36 sur 36 ou peut-être 28 sur 28, je ne peux plus vous dire. Mais c'est des petites images parce qu'aussi, dès qu'on fait avec des grandes images, puissance de calcul. Donc, on a donc créé ce dataset qui est disponible pour tout un chacun qui veut l'utiliser. On a fait notre algorithme de classification et comme on n'avait pas beaucoup de données, on a dû augmenter nos données. Donc, quand on n'a pas beaucoup de données, on peut, par exemple, faire une rotation sur les images. Donc, d'une image, on en obtient 10. Donc, tout de suite, on a 2560, 2560 fois 10, pardon, 2560 images. C'est aussi petit, hein. Mais bon, actuellement, c'était il y a plusieurs années ça qu'on faisait ça, mais actuellement, même avoir le nombre d'images, c'est pas un problème. Et là, on a fait ce qu'on appelle du transfert learning. Quand on n'a aussi pas beaucoup de données, on n'a pas fait notre propre architecture, on a pris l'architecture qui existe, là, qui s'appelle Net V2, donc il y a plein de modèles. On a pris, il y a ce qu'on appelle des garden modèles, des modèles gardens, donc des jardins de modèles. Vous choisissez votre modèle, vous essayez. Mais là, on savait que ce modèle, par exemple, marche bien sur des images. Donc, ça, c'était notre premier travail de classification. Donc, mais c'est quelque chose qui doit être étendu. Donc, c'est un appel aussi à tout un chacun qui veut étendre ce travail, faire des datasets qui ont beaucoup plus de données. Alors, ensuite, le cas numéro 2, c'était la génération de motifs. Ah, donc, on peut très bien se dire, OK, je veux créer des motifs sur des tissus. Et moi, je me suis intéressée au wax. Donc, vous allez dire, mais pourquoi elle s'intéresse au wax? Bon, quand même, je vous ai dit, j'ai une relation très proche avec le Sénégal, sans entrer dans les détails. Mais je veux dire, on voit du wax partout, c'est très colorful, c'est très. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes s'habillent souvent noir, gris, bleu marine, etc. Donc, ici au Sénégal, par exemple, on voit des couleurs. En plus, il y a beaucoup de géométrie, de symétrie, voilà. Et puis, donc je me suis intéressée à ça, et c'est pas la génération de wax, c'était pas un problème auquel j'ai pensé quand il y a eu le générative AI. Mais c'était déjà, je faisais des workshops au Sénégal où je demandais à des jeunes de créer des motifs avec de la programmation. Donc on faisait du JavaScript, le P5GS, qui est un langage, qui est un peu le langage pour les artistes, et ils créaient des patterns. Et puis, ça c'est un projet que j'ai vu en 2018, ça s'appelle The Little Black Dress. Donc, le concept de Little Black Dress, c'est un col noir, c'est un concept de Chanel, de Coco Chanel, où une femme doit avoir une petite robe noire. Et donc, eux, ce qu'ils avaient fait, donc 2018, hein, on ne parle pas encore d'IA comme on en parle actuellement. Mais eux, ils ont créé des petites black dress. Donc, ils ont pris des patrons, en fait. Les photos qu'il y a sur les patrons, donc ils en ont pris beaucoup. Et ils ont créé donc cette robe-là, qui est une robe complètement créée avec le fil. Donc, dès le moment où j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je sais qu'un jour, je vais pouvoir aussi faire des choses comme ça et tout ça. Donc, on n'avait pas encore, 2018, on n'avait pas encore tous les outils. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, le wax, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est parce que vous êtes une audience qui connaît très bien. Mais on va dire quand même que ça vient des Pays-Bas. L'entreprise principale qui fait les wax, c'est Blisco aux Pays-Bas. Il y a aussi Univax, etc. Et puis que l'intérêt pour le wax, il est global avec ici Dior qui a fait en 2020 une collection avec les wax qui s'appelle Toulouse. Donc, quand on a travaillé sur ça, il n'y avait même pas encore ChatGPT. Hein. Mais donc moi je suis une informaticienne, donc j'ai voulu créer mon propre modèle. Donc on a créé des modèles et il y a 2 méthodes de création de modèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a ce qu'on appelle les GAN et il y a ce qu'on appelle Stable Diffusion. GAN, c'est
Generative Adversarial Network. Et en fait, on prend un dataset et on va créer un modèle. Et ce modèle va nous générer beaucoup d'images. Il n'y a pas de prompt. Okay. Maintenant, Stable Diffusion, c'est des versions de cet algorithme qui est dans DALL-E, qui est dans Gemini ou Nano Banana de Google, etc. Mais dans Stable Diffusion, on prend un ensemble de données, on va créer notre modèle, mais là, on va avoir un prompt aussi. Donc le prompt va dire, OK, je veux créer quelque chose en rouge avec des losanges, etc. Donc le Stable Diffusion, il connaît bien, il connaît les mots. Il a appris qu'est-ce que c'était rouge, il a appris qu'est-ce que c'était un carré, qu'est-ce que c'était un losange, etc. GAN, lui, c'est que de la probabilité. Hein. Je vais juste aussi revenir juste en arrière. Un programme IA, il ne sait pas vraiment ce que c'est un chat. Hein. Pour nous, un chat, on sait ce que c'est. Un chat, ça miaule, si on le caresse, c'est doux, etc. C'est un animal de compagnie. Pour un ordinateur, pour un algo d'IA, il ne connaît que les pixels. Hein. Donc, chaque pixel qui compose cette image. Et donc, c'est juste une probabilité. Donc, il y a... nous, on a construit ces modèles, donc je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais c'est des méthodes complètement différentes. Et donc, avant de faire ça, il nous fallait un dataset. Donc, on a d'abord commencé, on a contacté Blisco et on leur a demandé est-ce qu'on peut utiliser les images que vous avez en ligne. Donc, ils nous ont dit oui, si vous ne les utilisez pas à des fins commerciales. Donc, encore une fois, quand on fait de la recherche, non, il n'y a pas de fin commerciale. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que leur dataset, il était petit. Je crois qu'on avait 1000 images. Mais les images aussi n'étaient pas toutes au même format. Certaines étaient carrées, certaines étaient rectangles, certaines. Donc, ce n'était pas de la même qualité. Et on a utilisé ces images toutefois. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On ne comprenait pas, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on obtient tout le temps des images avec du bleu, du violet, etc. Tout était bleu ou violet. Et en fait, c'était parce que dans ce dataset, on avait beaucoup de patterns, donc de motifs qui étaient bleus, violets, etc. Donc, il n'y avait pas assez de diversité. Donc, on s'est dit, OK, on n'a pas d'autres... il n'existe pas d'autres datasets, donc on va le créer nous-mêmes. Il existe un autre dataset, mais aussi qui est très petit. Donc, nous, on s'est dit, OK, on va utiliser un modèle générique. Donc, on utilise DALL-E. DALL-E, c'est OpenAI. Mais avant, ils avaient le nom particulier pour générer les images, c'était DALL-E. Donc, on a créé avec DALL-E 2000 images. On en a même créé 5000. Mais après, on n'a utilisé que 2000. Donc, on a créé 5000 images qui font 512 fois 512. Donc, c'est déjà plus grand que les 28 fois 28. Et puis, on a fait ça programmatiquement, mais aussi on a utilisé différents prompts. Donc, on a dit, OK, génère quelque chose en rouge, après en bleu, en vert. On a utilisé toutes les couleurs. On a fait au hasard. On a fait aussi, OK, on veut des fleurs, on veut des losanges, on veut que ce soit moderne, que ce soit plus traditionnel, que ce soit, etc. etc. Donc, on a fait tous ces prompts pour capturer des formes, des couleurs, des objets. Aussi, dans mon travail, je ne regarde pas aussi aux objets réellement. Je ne recherche pas aussi à générer des choses qui ont une importance culturelle. Je veux dire disclosure. Donc, ce qu'on a fait, on a eu ces images. Donc, ça, ce sont des images qui sont générées par DALL-E, donc OpenAI. Donc, OpenAI, vous me dites, mais si OpenAI le fait, pourquoi vous l'avez fait? Ben parce que OpenAI, par exemple, ChatGPT, c'est générique. ChatGPT fait tout. Il fait tout de façon moyenne. Donc, même s'il écrit des fois des textes que vous pensez extraordinaires, en fait, ce n'est qu'une moyenne, donc c'est average. Donc là, c'est ce qui nous générait. Donc, vous voyez, même moi, en voyant ça, je me dis, bon, c'est pas génial, quoi. Mais bon, on en a généré beaucoup. Là, j'en ai choisi 4. Je ne sais même pas pourquoi c'est 4. Voilà, etc. Donc ensuite, on a commencé à faire notre modèle. Donc on a
On a fait un modèle avec la première méthode, Stalgan, et un autre modèle avec la méthode Stable Decision. Donc, on a utilisé notre modèle, il marche avec les 2000, il a été généré avec les 2000 images. Et on a aussi impliqué des experts pour regarder, pour nous dire que pensez-vous de ce qu'on a généré. Okay. Parce que dans un projet d'IA aussi, il faut toujours, il y a l'informaticien, mais il faut toujours travailler aussi avec d'autres personnes, donc les experts. Donc si je travaillais en santé, je travaillerais aussi avec les professionnels de la santé. Là, on a demandé à des professionnels de la main. Donc là, vous voyez à droite déjà quelque chose qui a été généré. Donc ça, c'est généré par Stalgan et ça, c'est généré par Stable Diffusion avec un compte. Donc ici, un peu plus en détail. Donc à gauche, c'est le premier algorithme, le premier modèle, si vous voulez. Voilà ce qu'on commençait à générer. Et puis à droite, c'est avec le deuxième modèle et en disant, pouvez-vous nous générer de beaux wax africains avec du bleu et des designs noirs. C'est ça ce qu'on demandait. Hein, donc, mais à gauche, on n'a pas de compte. Donc, pour faire un modèle, qu'est-ce qu'il nous faut? On ne fait pas nos modèles sur un laptop, sur son laptop. Donc, on a utilisé, dans mon université, il y a ce qu'on appelle un High Performance Computer. Donc, on a utilisé deux nœuds, mais il y en a 5. Chaque nœud a beaucoup de puissance de calcul. Vous voyez, il y a 384 gigas, c'était NVIDIA, etc., etc. Donc, on utilise ces grandes puissances de calcul. Et pour vous donner une idée de combien d'heures, par exemple, pour le premier modèle qu'on a fait, Stilgan, à l'époque, et avec les méthodologies qu'on utilisait, avec les 2000 images, 512 x 512, il nous a fallu 35 heures. Donc, 35 heures de calcul. Donc, je veux dire que ce n'est pas de l'informatique ou c'est pas immédiat, quoi, en fait. Il faut savoir ça. L'IA, c'est comme ça que ça se passe. L'autre, donc, bon, ça, c'est mon université, voilà. Maintenant, la puissance de calcul, on peut la trouver, oui, on peut avoir accès à Google ou accès à Amazon, etc. Mais on paye le temps de calcul, etc. Aussi, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, les modèles de Google qui s'appellent Gemini, pour les construire, il y en a un, il faut 192 000 euros. C'est pas quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc, pourquoi ça coûte cher? Aussi parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'électricité. Et puis, il faut payer les personnes, et puis il y a d'autres choses. Donc, l'infrastructure qu'il faut, etc. Donc, c'est pas anodin. Donc, voilà un peu ce qu'on obtient. Donc, on peut comparer. Les deux méthodes sont complètement différentes. Je trouve qu'on avait plus de créativité à gauche. À droite, on a plus parfois de détails. Mais comme vous voyez aussi, ce modèle aussi, il faut lui apprendre qu'est-ce que c'est la... En fait, on ne lui apprend même pas bien qu'est-ce que c'est la symétrie. Donc, il faut symétrie, avoir des répétitions du même pattern, parce que c'est ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on obtient. Maintenant, c'est une image de 512 x 512. Donc, l'étape suivante, hein, c'est de savoir est-ce que ce sont des vases. Donc, comment fait-on pour... Vous avez une image, vous générez un chat. Comment est-ce qu'on sait que c'est un chat? Donc, il y a une méthode qui est, vous parlez avec des experts, vous parlez avec des personnes qui créent les vax, des designers, etc. Vous leur demandez qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment des vax ou c'est pas des vax? Et donc, si on vous dit non, ben là, vous continuez à calculer,
à faire un autre modèle, à générer d'autres images. C'est très expérimental aussi. Et puis, il y a des autres méthodes d'évaluation qui sont des méthodes mathématiques. Donc, et qui sont différentes si vous utilisez un modèle de l'autre. Donc là, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Fréchet Inception Distance pour tout ce qui est blanc. Et là, on veut que ce soit le plus petit possible. Donc nous, on est arrivé à 35, qui n'est pas vraiment un super résultat. Hein, donc on peut aller beaucoup plus loin. Mais donc, notre modèle, on ne va pas laisser 35 heures travailler. Hein. C'est chaque heure, il va nous générer des images. Et on regarde les images à un moment où chaque heure aussi, on a pas dit, et puis on regarde est-ce que ça va ou pas. Après, c'est un but d'œil. Donc là, il y a ça. Et puis, OpenAI, pour les Stable Diffusion, OpenAI a aussi une mesure qu'il appelle le click-t. Donc là, il faut utiliser ces outils pour mesurer. Et donc, ces outils, c'est basé aussi sur des maths, sur la probabilité, des statistiques, etc. Et donc, on a besoin de ça. Donc, mais je veux dire, on ne peut pas utiliser que des métriques mathématiques. Il faut utiliser aussi l'humain qui va donner son avis. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc, voilà ce qu'on a fait. Est-ce que c'est disponible aux autres? Donc, le dataset, on l'a mis à disposition sur une plateforme qui s'appelle Hugging Face. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Et puis, on a créé des interfaces pour chaque modèle, aussi sur Hugging Face, où les personnes peuvent aller en ligne. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Le lien n'est pas, pour l'instant, même le lien n'est pas complètement public parce que chaque fois que quelqu'un génère quelque chose, on va payer. Donc, on est en train d'essayer d'avoir une bourse de Hugging Face pour que ça devienne gratuit. Donc, à gauche, c'est pour générer et... Je ne vois pas bien. Mais bon, vous voyez, l'idée, c'est que en fait, la personne va cliquer et dire, OK, quel genre de couleur je veux, va dire combien d'images je veux, va dire un peu le style, et des images vont être générées. Hein. Donc, c'est ça qui va être là. Là, si on a la couleur, ça veut dire qu'on est, dans le Stable Diffusion. Et ça, c'est bien. Et les 3 exemples en bas. Et donc, c'est pour donner que tout le monde puisse utiliser le modèle aussi. Donc, comme je vous disais, on a demandé à des designers de regarder un peu et d'avoir leur impression. Donc, je remercie tous les designers de nous avoir aidés. Et donc, ils nous ont dit, oui, c'est pas mal, mais ce qui manque, c'est par exemple de la symétrie, un peu des répétitions. Des fois, c'est un peu flou aussi. Et puis, on a vu qu'il y avait différentes choses qui étaient générées. Il y avait des choses plus artistiques, on va dire. Et puis, il y avait des choses plus géométriques. Et en fait, on leur avait donné, je crois, 4 ou 5, peut-être on leur a donné 10 vagues à regarder. Et puis, en fait, tout le monde aimait le vert. Et voilà, c'était un consensus. Donc, l'autre chose, quand on fait justement des produits d'IA, est-ce qu'on veut que ça reste digital ou est-ce qu'on veut que ça devienne quelque chose? La mode, c'est quand même quelque chose de physique. Hein. Donc, moi, j'aime bien avec mes étudiants qu'on fasse des expositions, qu'on fasse des choses, puis montrer aux autres étudiants qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à imprimer nos tissus. Hein, donc, le premier tissu, c'était le bleu là dont je vous parlais. Et donc, on a après travaillé avec des artisans ici. On leur demandé, OK, est-ce que vous pouvez utiliser le tissu pour faire un sac, etc. etc. Merci à notre modèle Gisèle de nouveau. Et puis, donc, on a imprimé. Mais aussi, je dois dire qu'avant d'imprimer, le tissu vert, là, par exemple, on a l'image, mais on a l'humain qui intervient encore. Parce qu'on ne peut pas juste prendre l'image et l'imprimer sur les tissus. En fait, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il y a un peu de Photoshop qui est fait par une personne pour qu'on ait justement, parce que ça répète, pour que ça s'agence bien dans le design, etc. Donc, l'humain est quand même toujours là.
Donc l'idée aussi, peut-être j'ai pas insisté sur ça, mais c'est pas de générer complètement des BATS, c'est de donner l'inspiration aussi. Donc les idées, c'est vraiment inspiration. Donc on ne s'est pas arrêté là. Après, ce qu'on a voulu faire, c'est que on avait nos patterns, on avait tous nos motifs de tissu, et on s'est dit, OK, maintenant on va utiliser Google Gemini. C'était aussi le début de Nano Banana, si vous voulez, si vous connaissez Nano Banana, c'est le nom de Google Gemini pour générer des images. Et puis, avec mes étudiants, Stéphanie, elle, c'est une athlète, elle fait du volleyball, et donc elle aime bien s'habiller de façon sportwear, etc. Donc elle s'est dit, OK, je vais utiliser les patterns qu'on a générés, et je vais utiliser Nano Banana pour générer quelque chose de sportwear. Donc elle a écrit un prompt complet, et puis on a généré ça. Hein, donc un peu le bomber, c'est puis à côté carrément la tenue pour faire du sport, des baskets jusqu'aux lunettes. Et ce qui était intéressant, c'est que Stéphanie, sa mère, elle travaille dans la mode et elle fait ce genre de choses. Mais ils n'avaient pas parlé de ça ensemble, en fait. Ils n'avaient pas parlé de ça ensemble. Et un jour, elle montre ça à sa mère, elle lui dit mais voilà ce que je fais dans mon projet avec ma prof. Et sa mère lui dit mais moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, mais elle le faisait manuellement. Donc, elle a dit est-ce que tu peux m'apprendre à le faire? Donc, ces plaquettes-là, comme ça, sa mère, voilà, pouvait l'utiliser ensuite après. Anaïs, elle a regardé plus à des choses un peu plus élégantes. Elle aimait bien ça. Et puis, donc, le pattern, c'est nous, et après, on a utilisé juste Google Gemini. Et là, après, on a dit, OK, ça c'est Annelle, elle regardait juste les sacs. Donc, elle écrivait son prompt, et avec le tissu qu'on a ici d'ailleurs, et puis elle crée un sac, donc aussi avec un sac. Et puis après, on a créé certains sacs, on nous a fait aussi faire, etc. Mais après, il y a toujours la créativité humaine. Hein, des fois, on donne ce sac à quelqu'un, mais c'est pas pour dire, personnellement, j'aime bien que la personne, elle change un peu quelque chose. Il y a des choses qui vont pas marcher aussi. Certaines images qui vont être générées, qu'est-ce qui va se passer? La personne, on peut voir que la physique du sac ne marche pas. Hein, que peut-être la fermeture est en bas. Parce que l'IA se trompe aussi, hallucine, etc. Ensuite, on peut avoir aussi, bon, la personne, c'est pas très important, mais des fois, la personne va avoir 7 doigts, etc., etc. Parce que c'est, quand même, il faut regarder ce qui est généré. Donc après, nous, ce on a fait aussi un petit défilé de mode, mais dans mon université, je ne sais pas si on va le voir. Si ça marche. Non, mais je vais peut-être pas le montrer, mais juste pour vous dire, je sais pas. C'était juste 1 minute que je voulais vous montrer du. Oui, ben, c'était à peu près ça. Donc, petit défilé de mode, ben, vous ne voyez pas, c'est que moi qui le vois, c'est pas grave. Je vais passer le défilé de mode, même si voilà, c'était super exciting hein, de pouvoir le faire avec les étudiants. Basiquement, on a fait des sacs, on a fait des bombers, des t-shirts. Donc, c'est tous les étudiants qui ont fait ça. Tout a été fait au Sénégal après. Et puis, voilà, c'était super fun pour moi. Alors, au niveau temps, je suis OK. Je vais encore faire juste 5 minutes, juste pour vous un teaser de. Ça, c'est ce sur quoi on travaille actuellement. C'est avec un étudiant. Il n'est plus étudiant maintenant, il a fini. On voulait regarder un peu à la mode indienne. Parce que justement, je travaille avec beaucoup d'étudiants indiens. Et que justement, même quand j'ai présenté ce projet en Inde, il y avait aussi beaucoup de personnes qui me disaient, mais en fait, vous pouvez faire beaucoup de. Il y a beaucoup de choses en Inde aussi, il y a aussi beaucoup de patterns, etc. etc.
Donc, j'étais en Inde et j'ai fait j'étais hébergée au centre d'études indiennes et américaines de l'université Opus-Jindal. Et là, on s'est retrouvés aussi, donc on a voulu générer là, des vêtements. Donc avant, je faisais que des générations de patterns, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus intéressée à faire aussi des générations de vêtements, comme je l'ai montré avant, mais aussi par nous-mêmes. Donc en mode indienne, je me suis retrouvée avec le même problème. Hein. C'est-à-dire, on avait besoin d'un dataset. Donc on a regardé les datasets qui existaient et on a trouvé plusieurs. On en a trouvé deux en particulier qui étaient les mieux, mais à gauche, après on a utilisé celui à gauche. Et c'est un dataset, en fait, les images ne sont pas aussi carrées. Il nous a fallu beaucoup de travail pour. Voilà, faites pas trop de travail, parce qu'à la fin, on n'a pris que 40 images. Et on s'est dit, on va que générer des saris. On s'est dit, on veut générer des saris. Donc, un nouveau type de sari. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire. Donc, on a pris 40 images dans ce dataset, les meilleures, parce que beaucoup de saris n'étaient pas super beaux. Le sari était beau, pardon, mais les images n'étaient pas belles. Donc, étaient de mauvaise qualité, par exemple. Donc, on a dit, OK, on a 40 images. Maintenant, avec 40 images, si c'était il y a plusieurs années, ça aurait été vraiment difficile de générer quelque chose de bien. Parce qu'il fallait augmenter, il fallait faire d'autres choses. Mais là, même avec 40 images, ça va être difficile. Mais là, il y a des nouvelles techniques actuellement, donc on a utilisé une nouvelle technique. Donc après, il y avait 860 saris, on en a pris 40. Donc les images, c'était des rectangles. Donc on les a transformés en carrés. Donc on avait des deux côtés, on a des borders qui sont blancs. Sur les images, il y a cette personne aussi. C'est toujours la même personne. Il y a des problèmes de qualité aussi. Vous voyez, des fois, c'est un peu c'est un peu flou là. Donc, 40 images, elles ont été annotées. Donc, l'étudiant qui a fait ça, il a pris les 40 images et il a exactement mis qu'est-ce qui est dans cette image. Donc, c'est un sari, les couleurs qu'il a. Qu'est-ce que ça peut être comme matière? Là, c'est un col haut pour la petite blouse à l'intérieur. Il a aussi un peu décrit la personne. Nous, on ne cherchait pas à générer la personne. Mais comme les images avaient chaque fois la personne, il fallait quand même écrire quelque chose. Et là, on disait quel est le fond d'écran. Donc ça a été fait manuellement, mais 40 images, ça va, c'est possible. Et donc après, on a pris un modèle qui existait de Stable Diffusion 1.5. Et on a, donc ce modèle, il a un nombre énorme de paramètres. Les modèles actuels, ils peuvent avoir des trillions de paramètres. Mais nous, bien sûr, on ne peut pas même entraîner un modèle sur nos propres données, déjà parce qu'on n'a pas assez de données, mais aussi parce que c'est énorme. On n'a pas cette puissance de calcul. Comme je vous disais, même à mon université, je ne pourrais pas utiliser cet ordinateur, ce supercomputer, parce que c'est trop. Donc, il y a des techniques actuellement, comme une technique qui s'appelle LoRa, qui vous permet de dire, OK, sur tous ces paramètres-là, en fait, on va pas tout avoir besoin de tous, mais en fait, on prend, même s'il y a 1 milliard, on va dire, OK, j'en ai besoin que de 10 milliards. Et donc, on va entraîner son modèle, on va geler tous les autres, et on va juste réentraîner ces paramètres-là. Donc, c'est une technique qui existe, qui n'est pas trop vieille, et c'est ce qu'on a utilisé. Donc, aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que nous, on ne voulait pas seulement générer des saris, mais on voulait générer des saris avec une fusion, c'est-à-dire peut-être sari plus quelque chose. Donc, par exemple, des saris qui ressemblent à une mode bohémienne, etc. Donc, on faisait de la fusion. Donc aussi ici, on avait certains paramètres qu'on a utilisés, hein, comme le ratio de mix. Donc, comment on va mixer la mode
indienne, le sari lui-même, avec de la mode plus, la mode bohémienne, par exemple. Hein, donc, c'est ça ce qu'on écrivait ici. Et donc, on a des prompts aussi assez compliqués. Et on génère donc des saris comme ça. Donc, le premier, c'est un sari avant-garde. Donc, si on disait avant-garde, c'est ce qu'on obtenait. Sari cap, le deuxième. Sari robe du soir, le troisième. Et puis, sari toge grecque, le sari bohémien, le sari parisienne chic, etc. Donc, ce qui nous intéressait, c'est vraiment d'explorer. Vous voyez, comme si vous êtes en train de faire un remue-ménage du brainstorming. OK, quel sari on peut créer dans le futur, mais on veut une fusion de quelque chose de très bien. Bon, après, vous voyez aussi que les images, en fait, toutes les images, j'ai pris la tête de la personne, parce qu'on n'obtient pas des bonnes. Le visage est complètement déformé, parce que justement, dans notre dataset, déjà, on n'a pas assez d'images, et deuxièmement, c'est la même personne. Et puis là aussi, vous voyez des choses qui sont un peu bizarres. Je n'ai pas compté le nombre des doigts chaque fois, mais peut-être qu'on a des doigts. Aussi là, ce n'est pas notre but, hein, ce n'est pas de générer ça. Mais, et puis même le bohémien, là, le mode bohémien, il est un peu bizarre. Enfin, voilà. Donc, on doit encore améliorer ce qu'on est en train de faire. Donc, pour conclure, voilà, donc, le travail qu'on avait fait, c'était un travail de recherche. Bon, il y a la technologie, comme on est en informatique, mais on voulait aussi appliquer ça à un domaine particulier, de la mode. On voulait en faire quelque chose de physique. Donc, c'est pour ça aussi la mode. Après, les tissus, voilà, les objets, etc. Et puis, on s'est posé sur des problèmes de mode non, pas de la mode européenne, mais américaine, on va dire, donc la mode plus indienne et Afrique de l'Ouest, on va dire. Et puis, le problème des datasets, c'est que on peut dire, OK, il n'y a pas de dataset, donc j'attends qu'il y ait un dataset qui vienne, qui me tombe du ciel, qui soit fait par quelqu'un. Donc, nous, là qu'on a pris la méthode différente, c'est-à-dire on remonte ses manches et puis on va créer le dataset d'autres chaque fois. Et là, c'est ce qu'on appelle en fait en éthique, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'intéressent à l'éthique de l'IA, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle l'accélération. Au lieu d'être caution, de faire attention, on a décidé de, OK, nous on veut le faire, on va faire notre dataset. Ça n'existe pas, personne ne l'a fait, OK, nous on le fait. Et les travaux futurs, c'est beaucoup plus de travail sur l'évaluation qui est à faire. Donc là, j'ai dit même notre méthode, notre métrique n'est pas géniale. 35, par exemple, ce n'est pas un très bon métrique. Et puis, on veut parler beaucoup à plus de personnes. Donc, c'est un peu un appel ouvert aussi. La mode, bon, moi, je ne suis pas dans la mode. Donc, je suis une informaticienne. J'applique à ça, mais j'aimerais beaucoup travailler avec des designers, avec même des élèves d'écoles de couture, etc., pour voir où on peut aller avec ça. Et je veux quand même, je sais qu'il y aura des questions sur ça. Donc, je vais tout de suite dire, mon idée, ce n'est pas de remplacer qui que ce soit. Ça n'est pas mon idée, c'est pas. Et l'idée de l'IA, de la plupart des personnes, ce n'est pas de remplacer l'humain par de l'IA, mais là, c'est d'augmenter l'IA, de permettre à un designer d'avoir une inspiration. On peut être inspiré par avoir étudié toute l'histoire, mais on peut être inspiré juste par une image, etc. Donc, c'est ça aussi. Donc, beaucoup plus travailler avec les personnes qui sont dans le domaine. Et puis, le travail qu'on a fait a montré aussi que il y a des choses mathématiques dans le BAT, par exemple la symétrie. Et comment faire pour faire des choses qui sont très symétriques? Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lesquels on va regarder. De nouveau, je veux dire oui, parce qu'on a regardé que symétrie, géométrie, mais on n'a pas regardé au symbolisme, parce qu'on sait que dans le VAX, il y a des VAX qu'on porte à différentes périodes de sa vie. Il y a des symboles. Nous, justement, on a
je n'ai pas du tout regardé ça étant une informaticienne et pas équipée pour le faire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Voilà, je ne m'entendais pas à ce que les autres en merci beaucoup. J'ai demandé à ce qu'on essaie d'introduire quelques chaises là-bas pour que les gens puissent s'asseoir. Il y en a beaucoup qui sont debout. Peut-être que si on resserre un peu là, on va introduire. C'est la dernière. Voilà. Après, Travaillé. Il a été professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avant c'était l'université de Dakar. La personne qui est décédée hier et dont l'enterrement a eu lieu aujourd'hui était mon professeur au département de langue et civilisation germanique. Donc, M. Maguette Kassé, je le connais bien, c'est mon professeur. Il a été mon professeur également à l'IPLSM, c'est l'Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction. Vous comprendrez bien l'intérêt qui m'a amené ici. Merci et je voudrais en profiter pour présenter mes condoléances au professeur Sen pour cette lourde perte, cette grande perte de l'université et pour tout l'enseignement supérieur. Merci. Un conseil, est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ce soit pour qu'on puisse vous répondre et pour qu'on puisse avoir plusieurs contributions en même temps? Bonjour, mon nom est Ibrahim Tortom, je suis ingénieur dans la cybersécurité, je suis consultant en Civil. Alors, j'ai suivi vos présentations avec beaucoup d'intérêt. Alors, je voudrais apporter avec vous le côté créatif et éthique de l'IA et de la mode. Alors, l'IA générative est en train de faire la normalisation de la beauté artificielle, même si vous ne l'avez pas dit, et d'extirper aux créateurs génie artistiques son savoir-faire artisanal, parce qu'il y a des grandes marques qui s'inspirent des modèles, et ça tue et ça vide le vêtement de son originalité, de son authenticité. Voilà. Et j'ai vu aussi, j'ai entendu que vous avez dit qu'on doit rentrer dans un rapport de complémentarité, que l'artisan, en fait, l'artiste lui-même, s'inspire du monde l'IA. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire, parce qu'il y a un vol de propriété intellectuelle au détriment de ces nouveaux créateurs, de ces nouveaux artistes. On explique le savoir-faire, on s'inspire de leur travail vers une normalisation de cette beauté artificielle et à partir d'un existant du machine learning. Quel est, selon vous, bien, quelles doivent être vraiment les solutions sur ce côté, sur ce volet créatif et esthétique, d'uniformisation et d'authenticité? Merci. C'est une question difficile. C'est une question difficile. C'est vrai que, en fait, un modèle va uniformiser, que ce soit n'importe quoi, puisque s'il génère du texte, il va faire la moyenne de tous les textes qui existent pour générer et il génère un mot après l'autre. C'est avant ça. Ça ne génère pas des phrases après des phrases, il génère un mot après un autre avec des probabilités. Donc, il y a une certaine uniformisation dans le domaine des images aussi. Donc, il y a un problème, oui, qu'est-ce que la créativité à l'âge de l'IA? On voit des... Parce que dans mon université, par exemple, on a aussi beaucoup de créatifs, mais c'est pas on a du créatif dans le domaine
génération de l'art, mais on a aussi dans le domaine du performing art, c'est-à-dire d'être acteur, etc. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui refusent d'utiliser l'IA pour les raisons que vous avez mentionnées. Mais je me demande, et c'est pas parce que je suis informaticienne, parce que même en étant informaticienne, je me pose toujours beaucoup de questions. Voilà. Mais je pense que c'est là pour exister. Ça va exister, qu'on le veuille ou pas. Donc, premièrement, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient mises ensemble, qui soient mises en place du point de vue des lois, du point de vue légal, quoi. Il y a des choses qui vont devoir être mises en place, du point de vue des policiers, etc. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas quand même l'utiliser pour s'inspirer. Parce qu'on s'inspire de n'importe quoi. On peut s'inspirer d'un livre, on peut s'inspirer l'inspiration. En étant informaticienne, moi j'aime bien m'inspirer. Des fois, je m'inspire de quelque chose qui n'a rien à voir. L'histoire peut même m'inspirer dans ce que je fais même aujourd'hui. Donc je me dis quand même qu'on peut utiliser l'IA pour la créativité. Mais après, c'est vrai aussi que si on voit, moi je n'ai pas d'exemple précis pour des images, mais j'ai des exemples de textes où que mes étudiants devaient générer des idées pour faire un projet. Et je me suis retrouvée dans une classe où il y avait 8 équipes, il y avait 5 projets qui étaient presque les mêmes, parce qu'ils avaient utilisé l'IA. Donc il y a un problème de créativité. Mais après, c'est l'humain. C'est vous décidez, est-ce que ça c'est assez bien pour mon standard ou pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui vont juste dire ok, je fais ça et c'est bon. Mais l'artiste ne va pas faire ça, parce que l'artiste, il cherche la perfection, en fait. Je ne sais pas si je réponds réellement à la question, mais c'est trop difficile comme question, en fait. Bonjour, je me nomme Abdoulaye Diallo. Je représente l'Association des diplômés des universités américaines, ADES, et je représente aussi la télévision Global Village TV, qui est en train de couvrir cet événement. Depuis plus de 20 ans, nous sommes en train de vivre un phénomène, c'est-à-dire que tout ce qui est créé au Sénégal et sûrement dans d'autres pays africains est copié en Chine le lendemain et 1000 fois plus et vendu 1000 fois moins cher. Alors, en regardant l'IA, on se dit que peut-être que voilà un nouveau moyen pour pallier à ça. En tout cas, avec l'IA, on doit pouvoir savoir comment on peut mitiger, diminuer cela. Ou est-ce que l'IA pourrait avoir un effet multiplicateur, un effet contraire, c'est-à-dire même faciliter cette duplication de la création sénégalaise? Merci. Je dirais plus que l'IA, ça accélère tout. Donc, ça a plutôt un effet néfaste sur tout ça. Donc, il faut des protections, mais aussi, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traitées actuellement dans des pays, justement, comme le Sénégal, des données qui ne sont pas encore dans des datasets et des datasets qui n'existent pas. Donc, il y a encore tout ce qui est tradition, et ça ne peut pas venir d'autre part que du Sénégal, si on parle du Sénégal. Donc, il y a quand même un grand rôle à jouer encore. Et après, bien sûr, ça va sûrement être utilisé par tout le monde, incluant non seulement la Chine, mais aussi toutes les grandes entreprises américaines qui on ne sait pas des fois quelles données elles utilisent en fait. Est-ce qu'elles utilisent des données ouvertes comme elles devraient le faire, ou elles utilisent des données qui sont aussi copyrightées? Parce que moi, je reçois aussi souvent la question, hein, votre dataset, comment vous l'avez créé, est-ce que c'est vraiment éthique, etc. Bon, après, moi, je me repose sur d'aller. Donc, je ne sais pas d'aller comment. Bon, je veux dire, c'est écrit hein, comment ils le font, mais après, on ne sait pas exactement. D'aller, c'est OpenAI. Donc, il y a toute cette problématique. Mais en général, l'IA accélère. Donc, il y a quelque chose qui peut être créé aujourd'hui et là, on n'attend plus une semaine, on attend
des minutes, ça peut être copié ailleurs. Et surtout, en sachant qui a accès à quoi. Quand on donne, c'est-à-dire aussi, il faut savoir que quand on pose ces questions à une IA, souvent on donne beaucoup d'informations, on donne ces données, vous mettez une image, cette image est comment va-t-elle être utilisée par DALL-E, par Gemini et les autres. On ne sait pas réellement. Donc ça peut être réutilisé et ça fait partie déjà du dataset de l'entreprise à laquelle vous avez donné vos données. Et ça, c'est une question de, voilà, beaucoup de personnes, même ne se prennent plus en photo. On voit des personnes, elles ont toujours leur face cachée par leur téléphone. En fait, ça peut être très bien même des influenceurs, des influenceuses. On ne voit pas leur visage parce que se protège. Donc, on donne beaucoup. Hein, quand vous donnez, vous avez un PDF de votre facture SDE, par exemple, si vous donnez ça, vous avez donné beaucoup de données personnelles. Mais on le fait parfois parce qu'on est c'est rapide, quoi. On ne peut pas enlever ces données-là, etc., les données privées, mais on donne, c'est nous-mêmes qui donnons les données qui sont utilisées. Bonjour madame, je m'appelle Charles Diamay. Je suis jeune leader, je suis également informaticien de formation et j'ai un ami, un grand frère qui a un atelier de couture qui s'appelle Bamba. Il utilise Bamba Self Design aussi. Donc, il a même une boutique au niveau de l'aéroport AIBD. Tout à l'heure, vous avez parlé d'inspiration. Comment faire pour s'inspirer de l'IA pour pouvoir faire des créations, des motifs. Alors, quand vous venez en Afrique, notamment au Sénégal, ce qui nous manque, ce n'est pas l'inspiration, parce qu'on a beaucoup d'inspiration ici au Sénégal, on a beaucoup d'idées. Ce qui nous pose problème, c'est comment faire pour réaliser nos idées, comment les mettre en action. C'est ce qui manque aux créateurs, aux stylistes, aux tailleurs, les couturiers du Sénégal. Donc, la question, est-ce que vous avez pensé comment faire pour, par exemple, mettre sur pied par exemple, des machines à produire qui sont pilotées par l'IA? Comme ça, vous vous rapprochez des stylistes, des créateurs sénégalais. Les gens de la mode sénégalaise essaient de voir comment rendre en réalité, comment réaliser des inspirations, des idées, et voilà, à partir de l'IA. Merci beaucoup. C'est pas vraiment, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne saurais pas comment répondre. Et moi, personnellement, voilà, mon travail, c'est plus du travail académique. Je réalise des modèles, en m'amusant, en faisant des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Après, je veux travailler avec des personnes qui pourront mettre ça pour aller plus loin, quoi, en fait. Hein, mais j'ai pas vraiment de réponse à votre question. Mais je veux dire aussi qu'il y a des organisations sûrement qui peuvent vous aider. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui seraient plus à même que moi de répondre à ces questions. Bonjour à tout le monde. Merci, Madame Christine, pour votre brillante contribution. Je suis Mohamed Lamine Diallo, doctorant à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, avec le contexte du changement climatique, est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de reconnaître et de choisir les modèles de tissu pour les clients? Merci beaucoup. Bon, je pense que, en fait, je réponds jamais aux questions. Mais vous avez parlé de réchauffement climatique et tout ça. Je veux dire, l'IA a un impact sur l'environnement. Imprimer des tissus, ça a un impact sur l'environnement. Ce que je fais, ça n'est pas très environnemental.
Donc ça, il faut regarder peut-être même des fois, quand j'imprime, on me demande est-ce que c'est du coton naturel. Voilà, je peux choisir quand même. Je fais ça en ligne, etc. Mais il y a l'IA par elle-même générer des modèles, c'est pas environmental friendly, mais en même temps, je veux dire, il y a des personnes qui regardent à faire de l'IA qui soit plus friendly. C'est-à-dire en utilisant des méthodes, des plateformes cloud qui sont friendly, etc., etc. Parce que si on veut adresser ce problème, il faut l'adresser, oui, complètement. La deuxième partie de la question, c'était, oui, l'IA peut choisir des choses, mais en fait, l'IA ne décide pas. Hein. Je veux dire, c'est utilisé pour des fois prendre des décisions, mais là aussi, je dirais que c'est assez risqué de demander à des IA de prendre des décisions. Moi, je suis plus dans la tendance à avoir toujours l'humain impliqué dans un processus décisionnel, créatif, etc. Bonjour, moi je m'appelle Hassan Abadé, je suis un doctorant à études africaines et postcoloniales. La question de l'IA fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Ma question est tellement simple, elle est là. Est-ce que l'IA peut être outdated? Can l'IA be outdated or updated? When can we update l'IA? Je m'excuse d'avoir parlé anglais, mais le terme outdated et updated, il fallait que je mette ça en anglais, you know. Thank you. Mais, pardon, est-ce que vous pouvez élaborer dans ce que vous voulez dire dans, justement, outdated C'est-à-dire, nous tous, nous savons que l'IA, c'est des données qu'on met dans l'ordinateur. Par exemple, lorsque cette guerre a commencé entre les États-Unis et l'Iran, ils ont bombardé une école et qu'ils pensaient que c'est l'armée iranienne qui était là-bas. Mais ça s'est trouvé que c'était des vies. Il me semble qu'ils sont basés sur des données de l'IA, cette gaffe-là. Donc, c'est à partir de cela que je me pose cette question-là. Est-ce que l'IA peut être démodélée? Si je m'excuse du terme. Merci beaucoup. Donc, l'IA, oui, s'appuie sur des données. Et bien sûr, parfois, ça reste des données erronées. L'erreur, que ce soit dans des scénarios qui sont difficiles comme le scénario dont vous parlez, mais l'IA fait des erreurs. Mais aussi, je veux dire, par exemple, quand on utilise certains modèles, les modèles sont gelés. Hein. Vous ne pouvez pas demander à certains modèles tout ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, parce que les modèles ne savent pas. Hein. Le modèle, il a été fait il y a 6 mois, il ne peut pas vous répondre à aujourd'hui. Et l'IA hallucine, l'IA fait des erreurs, etc. Donc, il faut vérifier. Ok, il y a Mme Collet qui va intervenir. Après, monsieur là, merci. Il y a une dame là-bas et madame. Bon, voilà, on va faire circuler le micro. Bonjour, je suis Collet Sorado. Bon, je suis malheureusement sur le plan état. Je peux dire que l'IA, excusez-moi, je suis pour parler parce qu'on a tellement de créativité à utiliser, on a tellement de choses à sortir. On n'a pas besoin de l'IA. Franchement, c'est mon sentiment personnel. Tu vois? Parce que nous, on a envie de sortir ce qu'on a dans notre tête. On a plein de choses. On a envie de vendre, on a envie de vendre de l'argent. Mais on n'utilise pas l'IA. On ne veut pas qu'on utilise l'IA. Du cas pour le moment, parce que ça va nous bloquer. Vous savez, avant, prendre des numéros de téléphone, on n'avait pas besoin de marquer ça dans tout pays. Tous les numéros, tu peux avoir 20 personnes, tu as leur numéro, on te demande le numéro de tel, tu donnes tout de suite. Mais depuis que l'Internet est venu, tout ça c'est parti. On est obligé de nous stationner des plans, et ainsi de suite. Ça fait que l'intelligence personnelle, on le perd. Nos enfants sont perdus. En tout cas, je pense personnellement que peut-être avec le temps, on va y croire et on va comprendre. Mais pour le moment, d'ailleurs, c'est notre terme de cette année parce qu'on est en train de préparer un mois de novembre. Ça s'appelle Siravision, qui va regrouper presque 50 une centaine de créateurs africains. On va sur ça pour montrer qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à notre création. Il ne faut pas qu'on s'arrête à dire que bon, l'IA est là, il faut plus qu'on donne. Donc, ça nous sert à quoi? Il faut qu'on se sert à ça. L'IA, au contraire, c'est pour prendre nos modèles
et le donner à d'autres qui ne sont pas des professionnels pour travailler. C'est ça, moi, c'est mon avis. Tenez, prenez le micro. C'est le micro. Passez. Voilà. Il y a monsieur qui parle. Pas deux micros en même temps. Ça fait la pagaille. Allez. Bonjour, je m'appelle Amadou. Je pense que la moitié de la question, Mme Colin a répondu. La question que je voulais poser, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Amadou Ousmane. Je suis producteur, réalisateur, scénariste, je suis dans la cinématographie. La question que je voulais poser, est-ce que l'IA ne va pas tuer la création? Parce que si on se base sur les personnes de référence à l'image de Colin Savralo, qui ont beaucoup d'imagination, qui s'inspirent de certaines choses pour mettre des choses créatives, avec la jeune génération qui cherche à se faire un nom rapidement, qui cherche à se faire de l'argent rapidement, qui n'ont plus le temps de créer, de pousser leur imagination, se basant juste sur l'IA. Est-ce qu'au fil du temps, l'IA ne va pas tuer l'esprit imaginaire, l'esprit créatif de certaines personnes, surtout de la nouvelle génération, qui n'ont plus le temps de penser, de créer pour mettre quelque chose de positif? C'est ça ma question. Merci. Next. C'était la bande d'abord, madame. Christophe, peut-être que tu connaissais les trois dames, la poser des questions et après tu réponds. Voilà, là et là. Donnez le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Maria Ramsotia. Je suis formatrice en stylisme modélisme. Et heureusement, un ami m'a fait venir pour découvrir ce panel et ça a été vraiment très intéressant. Je pense que plusieurs de ces ténors qui sont présents ici, que ce soit Colette, Ardo, Kageba, sont des gens que j'ai beaucoup estimés en commençant dans le métier de dame. Et là, j'en suis maintenant professeur, si je veux dire, qui déroule des cours. Je trouve que c'est très important de parler d'intelligence artificielle et de monde. Parce que dans le monde où nous sommes, nous devons apprendre à évoluer avec ce qui existe pour évoluer plus rapidement. Certes, il y a un problème d'authenticité qu'ils ont parlé, de créativité qui peut être un frein. Parce que souvent, l'IA peut être source de paresse pour les créateurs. Mais je me dis, moi, qu'on peut, en toute complémentarité, avancer avec l'IA. Et le problème de base de données que vous avez évoqué ici est un problème important. Parce qu'ici, en Afrique et au Sénégal, on a un problème de base de données dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine de la mode. Il m'est arrivé de penser avec des collègues à mettre en place une application de mode, mais on avait un problème de base de données où tirer pour pouvoir générer des modèles que nous voulions vraiment générer. Et ce problème, ça ne se positionne pas exactement, surtout au niveau des stylistes, mais au niveau des étudiants en mode, parce qu'ils ont du mal à utiliser l'IA, ils ont du mal à utiliser des robots, parce qu'il y a des gens qui en ont parlé un peu. Il existe des broderies numériques, il existe des robots qui peuvent pallier au patronage et à la mode. Mais je pense que nous devrions l'utiliser à bon escient, en essayant de pallier par rapport à la rapidité de l'IA, mais aussi à notre créativité et à notre authenticité. Il faut aussi qu'on puisse former les jeunes sur l'IA. Je pense que le problème, le fait que les gens ont du mal à accepter l'IA, c'est parce qu'ils ne comprennent vraiment comment ils doivent l'utiliser et comment ils peuvent leur aider pour avancer plus rapidement dans leur travail. Il faudrait que ces genres d'activités puissent être multipliés. Et aussi permettre à nous, jeunes stylistes qui commençons, qui donnons des cours de mode, nous dire comment on peut faire pour avoir accès à ces bases de données, pour développer les applications que nous aimerions mettre en place ici au Sénégal. Parce que je me dis que c'est notre problème, hein? C'est le problème de base de données. Et aussi sur la digitalisation de l'enseignement, de l'habillement dans les centres de formation professionnelle technique. Il y a de cela 3 ans, je ne connaissais rien au numérique. J'ai des stylistes créatrices, je dessinais, mais en voulant avancer dans le monde extérieur et m'ouvrir au monde, j'ai vraiment eu à apprendre des choses sur le numérique. Parce que là, il est utile de travailler sur l'intelligence artificielle et de l'utiliser à bon escient pour avancer
sûrement et rapidement pour le développement du pays. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Aïssa Toufal, ingénieure en génie civil, passionnée de mode et d'architecture. Ma question est la suivante. Comment l'IA peut servir à un jeune créatif qui a toujours de l'inspiration à mettre en avant ses projets pour le bénéfice de tous ceux qui le veulent? Comment ça peut être bénéfique à une personne qui a déjà le talent, inné ou bien acquis, sans pour autant le porter préjudice? Merci. Réponse Christelle. I'm going to be the MC. Thank you. Premier point, il y a quand même une hype autour de l'IA. Donc, on entend parler de ça tous les jours, partout. Des fois, j'entends parler des personnes qui disent que c'est de l'IA, mais ce n'est pas de l'IA. Okay. Deuxième point, est-ce que ça va nous empêcher d'apprendre? Ça va nous empêcher quelque chose. Si vous êtes un étudiant en école de mode et que on vous apprend à dessiner des modèles et que tout de suite vous utilisez l'IA et vous avez un modèle, ben c'est sûr que vous n'allez pas apprendre aussi le processus. Donc, à un moment, vous allez avoir des lacunes. Donc, et pour répondre, et troisièmement, encore deuxièmement, si vous n'êtes pas du domaine, vous ne savez pas quelles questions vraiment demander pour encore être meilleur. Parce que si vous êtes vraiment un expert, déjà, vous savez vraiment poser les bonnes questions. Mais si vous ne connaissez pas les termes, hein, si je ne sais pas, je vais utiliser des termes qui sont des termes de tous les jours, mais je ne vais pas utiliser les termes techniques que je devrais utiliser, ben, je ne vais pas avoir une réponse qui va être aussi bonne. Donc, il faut quand même avoir des bases. Les bases, elles ne vont pas partir, hein, que ce soit dans tous les domaines. Et troisièmement, c'est même, on peut avoir un avis contre. Moi, je n'utilise personnellement, même en étant informaticienne, je n'utilise pas l'IA. Il y a des choses, je préfère utiliser mon cerveau parce que je me dis, je veux bien que ça m'aide, mais je ne veux pas complètement être ce qu'on appelle cognitive offloading. Mais les jeunes, bien sûr, ils doivent comprendre ça. Mais ils doivent apprendre aussi, s'ils apprennent pas, c'est pas que l'IA, c'est la technologie en général. L'IA, ça n'est qu'un outil de plus qu'on a. Donc, même dans la mode, oui, on va utiliser certains logiciels qui n'ont rien à voir avec l'IA, peut-être. Et donc, c'est bien de savoir les utiliser. Ça peut être un logiciel même de comptabilité si on ouvre son propre atelier, etc. Donc, ça, il va bien falloir l'apprendre et c'est une technologie. Donc, l'IA, c'est une autre technologie. Mais on peut, une fois qu'on sait comment, il faut aussi savoir comment ça marche. Hein, et quand on comprend comment ça marche, on peut justement en plus se faire beaucoup plus d'idées de est-ce que je vais l'utiliser ou pas. Parce qu'on peut utiliser l'IA de façon complètement inconsciente ou on peut utiliser l'IA de façon consciente et faire des choix. Qu'est-ce que je demande, la façon dont je demande, etc. Donc, ne dire je ne vais pas apprendre, c'est comme tout, quoi. Donc, c'est un outil, et après, on décide, je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Ça y est, c'est bon, Christelle? Oui, oui. Alors, moi, voilà ce que je pense. Je suis, comme je vous ai dit, je suis styliste. D'après mon expérience, moi, je trouve que l'IA, c'est un couteau à double tranchant. Soit ça marche, soit ça vous confie, soit ça vous détruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'IA est là, on n'y peut absolument rien, elle partira nulle part, elle va faire que se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme spectateur ou bien on contribue? Et la dame qui a parlé tout à l'heure, elle a dit quelque chose de vrai. En fait,
il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on la maîtrise, il faut qu'on contribue, il faut qu'on soit là, qu'on aide à la développer. Et je trouve qu'on subit trop. On est là, on subit. Les choses se passent autour de nous. On peut se lever, on peut se plaindre. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait pour y apporter en fait notre contribution? Et être, comme je dis, ne pas être des suiveurs, être des leaders dans ça. C'est vraiment mon humble avis. Alors, on a, je crois, le temps pour 3 interventions. J'ai déjà une qui voudrait intervenir ici. Est-ce qu'il y a 2 autres mains? Oui, oui, 2 là. Et oui, la dernière personne à intervenir avant que Christelle et la modératrice ne concluent, c'est celui-ci. Oui, là. 1, 2, 3. Ah, tous les. Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié. Je suis ravi d'être parmi vous. Et merci Christelle pour l'exposition. Alors, moi je dirais, déjà, il faut que je vous présente Mamsa Gueva, styliste et costumière. Quand je dis costumière, c'est dans le domaine du spectacle, du cinéma, etc. Donc, je voulais vous dire quelque chose. Moi, j'ai décidé de ne pas mourir ignorante. On est dans un monde moderne. Il faut apprendre à être moderne, à aller à la vitesse, à la même vitesse que les autres. L'IA, dans le domaine de la mode, je ne l'utilise pas. Mais je suis curieuse, j'ai été voir comment ça se passe. Parce que tout le monde a presque dit la même chose. On puisse utiliser notre cerveau, c'est nécessaire. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui avait posé une question par rapport à ces questions environnementales. Je pense que quand on crée un modèle aujourd'hui, en tant que designer, on a les 5 facteurs qui sont nécessaires et utiles qu'on doit maîtriser. Et ça, on ne peut pas aller faire des recherches comme ça par rapport à l'IA pour avoir une réponse claire. Maintenant, moi, je l'utilise l'IA, c'est par rapport au costume. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le cinéma va à une vitesse énorme. Donc, je peux faire des costumes traditionnels, modernes, et ça va vers des costumes futuristes. Et dans ce cas-là, l'IA nous intéresse. Aujourd'hui, mon réalisateur me demande des planches sur quelque chose, sur un sujet ici dans le cinéma. Je vais tout de suite, pour aller très vite, répondre à ces questions, à ces besoins. Je vais rechercher sur l'IA, mais ça ne veut pas dire que ce sont ces recherches-là que je vais exactement utiliser. Il faut savoir présenter dans ce cas-là, et tout en sachant que dans sa tête, on a des idées déjà, en réfléchissant. Donc voilà pourquoi l'IA est intéressant pour moi. Dans le domaine du cinéma, il y a un scénariste qui en a parlé. Je pense que lui, il a besoin tout de suite d'avoir des réponses techniques et d'avoir des planches. Par exemple, quand je pose la question à l'IA sur tel costume d'époque, que ce soit les costumes d'un film russe ou n'importe quoi, l'IA me donne des planches. Et sur ces planches-là, je pense qu'il est nécessaire que je combine avec mon savoir-faire, mes réflexions, pour pouvoir présenter et aller avec la même vitesse du temps que le décorateur. Ils le font tout ça, décorateurs, la musique, dans ce domaine. Mais dans le domaine de la mode, il y a un cerveau, je l'utilise. Et j'en appelle aux jeunes de faire pareil. Parce que quand on va vers l'IA, il y a des pièces sur les collections. Beaucoup de choses se répètent. Beaucoup. On a cette presse-là de faire travailler son cerveau. Je présente, monsieur va présenter à peu près la même chose, parce qu'on a eu les mêmes réponses. En même temps, en faisant appel à l'IA. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Utilisons, c'est moi collé la vie, tout le monde a presque dit la même chose. Je vous remercie. Après, on va faire la discussion derrière vous. Et après, la dame là-bas. Je m'appelle Fatima Benjamin. Je n'ai pas de titre, je suis maman de garçon. Alors, je rejoins la dame, Madame Cham, je crois. Et quand nous m'en connaissons à vous parler de la créativité, en fait, il y a ne fait pas la créativité. Moi, par exemple, je suis une artiste dans l'âme. J'aime la littérature, j'aime décider,
j'aime l'architecture. Et l'IA ne m'empêche pas en fait de faire des recherches. L'IA ne m'empêche pas de lire. L'IA ne m'empêche pas de dessiner. Moi, par exemple, avec la mode, ce que je fais, je ne fais pas un prompt d'écoutement. Je cherche d'abord les termes techniques en anglais. Pas vous me dites comme en anglais, on est ici un peu. Et je dessine un modèle. Je ne prends pas le modèle de nous, je dessine un modèle. Et je dis à l'IA, voilà le modèle, mon dessin. Ça, par exemple, la jupe, c'est du boss. Le haut, par exemple, c'est la soie ou bien du satin. Et tu me jettes ça. Donc, ça m'aide à faire la visualisation. Parce que je n'ai pas le budget pour aller vers un tailleur du faire ceci, faire cela. Donc, l'IA m'aide à avoir la visualisation. Et s'il y a des erreurs, par exemple, je corrige les erreurs à travers d'autres prompts. Je corrige tout le temps. Donc, l'IA ne m'empêche pas, en fait, d'avoir de la créativité. Au contraire, je suis encore plus créative, je suis encore plus curieuse avec l'IA. Je fais tout le temps des recherches. Je vais même veiller toute la nuit pour juste avoir un seul terme, des termes techniques et avoir, par exemple, tous les plans de vidéo. Par exemple, je vais lors bien de ça. Les gens ne savent pas, il faut faire des recherches vraiment approfondies pour savoir ça. Donc, l'IA, en fait, comme la dame l'a dit, c'est un lot à double tranchant, en fait. Donc, ça, c'est un allié, ce n'est pas un ennemi. Il faut juste apprendre à l'embrasser et à l'utiliser comme un outil. Mais avec modération, quoi. Parce qu'on a tous un cerveau, on a tous une créativité. Par exemple, quand j'ai vu celui-là, moi, automatiquement, je pense à un modèle. Je vais dessiner ça à la maison. Après je vais faire la création, Inch'Allah. Merci. Merci. Derrière vous, derrière vous. Voilà. Salut à tous. Je m'appelle Abdoulaye Dia, je suis fashion entrepreneur. Et ma question est pour Madame Christine. Quelles sont les priorités culturelles actuelles de l'ambassade des États-Unis au Sénégal? Les priorités culturelles. C'est pour Christine, peut-être. Elle va vous répondre après. Oui. Next, le dernier là-bas. Voilà, dernier. Bonjour, je m'appelle Kamal Boubacar, de la Série. Je reviens vers le programme de l'option. Je ne suis pas d'accord avec le lycée qui a série internationale. Pour cette célèbre situation, c'est le nombre de tous, c'est pas c'est non. D'abord, je suis étudiant au département de philo. Le rendez-vous philo n'est de recevoir. Vous savez, chaque fois, s'il y a contribution, l'Afrique contribue en dernier moment. On doit toujours s'adapter à la modernisation. Parce que les CIA, c'est une catastrophe. Oui, c'est un coup à double tranchant, je suis d'accord. Ça va l'utiliser, il faut l'utiliser avec l'intelligence. Mais les CIA, c'est moi, lorsque j'ai entendu le mot, voilà, pour essayer de s'adapter, essayer de l'utiliser avec l'intelligence. Aujourd'hui, le monde avance à la minute. Toujours, nous, on va essayer de rester 50 ans derrière les autres. Quand cette souveraineté qu'aujourd'hui que l'on brandit, cette pensée souverainiste ou je ne sais pas quoi, quand ça va se concrétiser. Ça ne sera pas possible. Les gens sont toujours devant nous, on ne contribue pas, on ne fait que consommer. Et même, c'est ce que nous pensons. Et le fait de prendre notre créativité ou ce qu'on a le plus, les gens n'ont pas posé de ça. Les gens ne n'ont pas posé. Quand on monte pour le marché, les gens sont tantôt. On doit s'adapter, on doit forcer et avancer et aller vers et même faire partie des gens qui vont devant voilà, ça va me permettre de l'Afrique. Aujourd'hui, moi je vois très mal que tout le temps où vous êtes derrière, moi ça vous sent mal. Je vous remercie. Aux questions, il y a la question, mais Christine vient juste d'arriver.
Si elle peut se prononcer sur la politique culturelle des États-Unis, elle peut le faire. Si elle ne peut pas, elle peut garder la question jusqu'à 1 an après. Et après, vous avez la parole. Donc, premièrement, AI literacy, c'est important que tout le monde comprenne qu'est-ce que l'IA, utilise un peu d'IA pour comprendre ce que c'est. Deuxièmement, AI éthique, qui est important. Vous êtes en philosophie, c'est un des domaines porteurs actuellement aussi. Donc, on peut penser à tous les problèmes que vous avez soulevés, que ce soit ne pas apprendre parce qu'il y a l'IA, tous les problèmes légaux, tous les problèmes de créativité, etc. Et on peut discuter beaucoup dans les problèmes IA éthiques. Donc, c'est des domaines qui sont importants. Et justement, quand on parle d'IA, on ne parle pas seulement de technologie. C'est une des technologies qui nous fait beaucoup plus réfléchir. Avant, on ne pensait pas autant, quand le mobile était là, on ne parlait pas d'éthique, on ne parlait pas autant de domaines légaux, etc. Maintenant, c'est toujours. Donc, les deux mots-là sont importants pour le futur. Christine, vous avez un mot à ajouter? En général, notre échange culturel, l'échange politique, entre les deux langues. Oui. OK. Bon, deuxième mot. Alors, moi, je voudrais simplement dire que merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à un cycle comme celui-ci. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a et on va extrêmement important, il va être extrêmement dangereux. Je pense qu'il faudrait pousser la réflexion encore plus loin et nous poser nous-mêmes les questions, que nous prenons nos propres responsabilités, éventuellement que l'on puisse appliquer des diligence pour voir comment est-ce qu'il est possible vraiment de. Je ne sais pas s'il y a des écoles et des universités qui sont spécialisées en tout cas dans l'IA, mais je pense que ça mérite d'être développé parce qu'aujourd'hui, si on décide de ne pas le faire, et ben l'IA est trop forte, elle est trop forte, il faut qu'on s'adapte. Et voilà, donc je pense que c'est encore en tout cas un outil qui est très 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 nécessaire. Moi, dans le domaine dans lequel je suis, dans le domaine de la mode, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans, mais d'utiliser intelligemment et d'utiliser à notre avantage. Donc merci de nous donner cette réponse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Christine n'a pas voulu répondre, mais il y a quelqu'un qui a répondu à sa place là. Il y a une dame, une grande dame qui est à côté de moi et qui a dit, oui, mais quand vous avez besoin de nous, vous nous appelez et on vous répond présent. Mais quand on vient chez vous, on demande un visa, vous nous le recevez. On a répondu. Tout ce que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes. Le One n'est pas l'ambassade des États-Unis. C'est deux choses totalement différentes. Il y a une intersection, une interaction entre nous, mais chacune des deux institutions déroule son programme de manière indépendante. Mais il y a des interférences. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir l'ambassade des États-Unis pour pouvoir quand même porter le message au niveau du public. Mais eux aussi, il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on collabore et on travaille ensemble. Et je crois que là aussi, c'est les échanges ou c'est la diplomatie. À ce niveau-là, ça permet quand même que les deux peuvent se retrouver, changer beaucoup de choses. Et on en a fait beaucoup. Je vous l'ai dit, 250, on a célébré. On va montrer un film après. Black History Month, on l'a toujours célébré ici. Et l'ambassade avec Aminata a toujours voulu travailler avec nous. Mais enfin, je remercie tout le monde, mais en particulier Christelle. C'est pas la première fois. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'elle vient. Autant ces séminaires étaient animés et fréquentés par beaucoup de monde, autant aujourd'hui, on avait
Full house. Ça se dit en français, transform. Donc, vous devriez vous applaudir et l'applaudir, non? Mais vous allez me dire, je crois aussi que malgré tout, on peut applaudir l'ambassade des États-Unis. Hein? Voilà, et à la prochaine fois, merci tout le monde. Thank you.